crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Tour de France et de ses deux premières étapes et surtout de cette deuxième étape qui a été un feu d'artifice avec une victoire française, celle de Victor Lafay. Il a été absolument stratosphérique pour battre les cadors du peloton, Van Aert, Pogačar, Pidcock, Vingegaard. Bref, performance exceptionnelle de Victor Lafay qui avait déjà été très en vue lors de la côte de Piquet, lors de la première étape, en étant le seul à pouvoir suivre Pogačar et Vingegaard et en plaçant même une petite offensive. Le Français a fait le coup du kilomètre à la Jumbo-Visma, à Wout van Aert, à Tadej Pogačar pour s'imposer du côté de Saint-Sébastien. Énorme performance du coureur de la Cofidis qui a été juste exceptionnel, alors que Pogačar et ses UAE Boys avaient tout fait péter dans le Race Kibel. L'ami Victor Lafay a fait le coup du kilomètre, il y a eu plusieurs offensives et il a été celui qui l'a mise au bon moment. On va revenir un petit peu sur cette étape. Tout était concentré autour de l'ascension du Race Kibel. Alors il y avait une petite échappée avec Nelson Poles dedans et notamment Rémi Cavagna aussi. Poles qui allait pour prendre des points pour le maillot à pois. Voilà, il a été très solide, c'était le plus solide de l'échappée, on l'a vu, mais voilà, clairement on voyait que les UAE roulaient très fort derrière, notamment Michael Bjerg qui a fait une bonne partie de l'étape devant, a tiré des grands bouts droits pour maintenir l'écart et qui à chaque fois qu'il y avait un petit mont mettait un rythme d'enfer pour faire baisser l'écart. Voilà, on sentait qu'il y avait volonté, en tout cas chez UAE, de mettre Pogačar sur orbite pour qu'il aille chercher les bonifs et potentiellement plus si affinité en fonction de ce qui se passait. Et dans l'ascension du Race Kibel, Rafael Majka a fait péter énormément de monde. Voilà, c'est une ascension en plus qui faisait, ça faisait 6 km et demi, mais il y avait vraiment 3 km 500 très difficiles, à plus de 8%. On pouvait vraiment faire des différences et la Majka a mis beaucoup de monde dans le mal. On a vu des gens craquer, notamment du côté de Daniel Felipe Martinez, on a vu Thibaut Pinot, on avait vu Alexei Lutsenko aussi, enfin voilà, on a vu quand même des coureurs lâchés, les gros cadors ceux qui étaient encore là, parce qu'Enric Mas et Richard Carapaz n'étaient eux plus là, mais voilà, on a vu que le rythme des U faisait mal, on a même vu un Wout van Aert en difficulté, et au moment où les trois hommes s'isolent, à savoir Simon Yates qui voulait peut-être les bonifs pour le maillot jaune, Pogačar et Vingegaard. Pogačar d'ailleurs était dans la route, Simon Yates, parce que certainement qu'il avait l'intention de laisser le maillot au frère d'Adam pour éviter à ses équipiers de porter le poids de la chasse pour les prochains jours du maillot jaune et pouvoir se reposer un petit peu tranquille et de pas se mettre à la planche tout le temps. Malheureusement pour eux, Vingegaard, lui, a mis une attaque, et donc Pogačar y est allé, et comme Pogačar est plus puissant, a plus de punch, il est allé chercher les bonifs, et donc il se retrouve à ce moment-là, ils font un écart démentiel avec Vingegaard sur 200 mètres, il se retrouve tout seul, il faut savoir qu'à ce moment-là, le peloton est éparpillé, parce que eux, tous les deux, ils sont devant, après, il y a Alaphilippe et tout avait déjà été lâché depuis longtemps, il y a un groupe avec du Van Aert, c'est un peu le bazar, on a du mal à savoir qui est là, parce que du coup, il y a Simon Yates qui est tout seul, il y a un groupe avec Adam Yates, avec Wout van Aert, tout ça, c'est très éparpillé après le sommet du Race Kibel, et Pogačar décide d'insister, après son attaque au sommet, il a dans sa roue Vingegaard, et là, qu'est-ce qui se passe ? Vingegaard ne met pas de relais, et j'ai du mal à comprendre pourquoi Vingegaard ne relaie pas. Faut savoir que, ok, il a moins de punch que Pogačar, et on l'a vu à chaque fois qu'il y a des arrivées en petit comité. Pogačar, il a quand même un jump de folie. Enfin, je veux dire, on le voit sur des sprints en petit comité d'hommes forts. En général, les gens qui restent pour le battre, c'est du Van Der Poel ou du Van Aert. Sinon, il ne perd pas. Il les gagne, ces sprints-là. Enfin, je veux dire, on l'a vu combien de fois, cette configuration-là. Donc, ok, et vu le groupe des gens qui restaient, les 15-20 coureurs qui restaient au sommet du Race Kibel, Pogačar, tu sais très bien qu'il va faire 1, 2 ou 3. C'est certain, donc il va prendre des bonifs. Et que Vingegaard ne prendra pas de bonifs. Donc, j'ai du mal à saisir pourquoi il y va pas, parce qu'au pire, il prend 4 secondes, il perd 4 secondes. Imaginons, au sommet du Race Kibel, on imagine,
Pogačar et Vingegaard, ils vont à bloc, tous les deux. Bon, Pogačar va gagner l'étape, ils vont faire 1-2, Vingegaard va perdre 4 secondes. Là, en attendant le peloton, il remet Pogačar en jeu, et heureusement que Victor Lafay va nous gagner l'étape, parce que sinon Pogačar, il peut faire 2, et il peut perdre 6 secondes. Alors, je veux dire, je comprends pas le raisonnement qu'a Vingegaard à ce moment-là, à tout calculer comme ça et tout. Il n'a passé son temps qu'à se retourner, à attendre qu'il y ait ces Jumbo Boys qui arrivent pour pouvoir l'aider. Enfin, je veux dire, mec, t'es grand. Enfin, je veux dire, tu peux aussi prendre tes responsabilités. Et, je veux dire, rouler avec Pogačar 10 bornes. Bon, bref, voilà, pas de panache du côté de Jonas Vingegaard, en tout cas. Donc après, évidemment, comme ça roule pas, Pogačar, il va pas insister outre mesure et se dépouiller tout seul en tractant Vingegaard. Enfin, je veux dire, il est pas débile non plus. Il a le cerveau qui est pas câblé comme tout le monde. Il met des grosses attaques dans tous les sens, mais enfin, je veux dire, il va pas attaquer dans le vide comme ça pour les beaux yeux du public et de la beauté du sport. Cependant, c'est clair que y a du coup un regroupement après cette bosse, et il y a des petites attaques, il y a des tentatives, mais ça sort pas vraiment. Il y a Pello Bilbao qui fait un gros numéro, et on voit que la Jumbo-Visma a du mal à revenir. Pourtant ils ont des hommes, il y a Kelderman, il y a Tiesj Benoot, il y a Van Aert, il y a Vingegaard. Vingegaard, il s'est mis de toute façon dans le groupe, il s'est mis dans la route Pogačar, et je le suis, au cas où Pogačar mette une attaque sur Duplat à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de risques. Enfin bref, Vingegaard, on l'a compris, c'est pas ma cam, et j'ai du mal un peu avec ce mec. Sa façon de courir, en tout cas. Je respecte l'homme et tout, hein, je veux dire, mais sa façon de courir, moi, je suis clairement pas... Je suis pas fan du truc. Et que dire d'autre Voilà, donc il y a des regroupements et tout, et on arrive au kilomètre, et là, Victor Lafay nous fait l'exploit de ce début de Tour de France. Je l'ai dit au début de ce podcast, il avait été très en forme lors de la première étape, il avait tenu tête à Vingegaard et Pogačar, il s'en voulait de ne pas avoir suivi les frères Yates, et je le comprends, parce que voilà, il y avait quelque chose à faire, je pense, hier pour lui. En plus il a du jump et tout, et là, à une borne, il part il était en queue de peloton, hein, enfin en queue de groupe restreint d'arrivée, et là il met un sac absolument énorme, et Kelderman n'est pas en capacité d'aller chercher. Il a eu une lecture de course absolument sublime à ce moment-là, parce que c'est vrai que nous, dans notre canapé et derrière la télé, c'est facile de se dire « Ah purée, c'est vrai que les Jumbo, ils ont l'air fatigués. Van Aert, si tu mets une attaque à une borne de l'arrivée, il va pas sauter dans ta roue. Pogačar non plus. » Donc voilà, et comme c'était les deux qui au sprint étaient les plus dangereux, voilà, c'est clair que c'était malin de sa part de tenter à ce moment-là d'y aller. Il l'a fait, et il a tenu parce que Kelderman ne pouvait pas y aller, et Van Aert ne pouvait pas se permettre de lancer un sprint à 500 mètres de la ligne. Donc ça a été parfaitement géré, mais surtout il fallait les cannes pour le faire, il fallait la tête pour le faire, l'intelligence de le faire, il l'a fait. C'est une victoire absolument sublime de Victor Lafay, et voilà, franchement, bravo à lui. C'est juste exceptionnel ce qu'il a produit sur cette ligne droite. C'est juste dingue pour lui, pour son équipe. La Cofidis, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné sur le Tour. Donc franchement, respect éternel à ce qu'il vient de faire. Et derrière, on a Van Aert qui fait 2. On a vu la grosse frustration de Van Aert. Van Aert qui, je pense, perd aussi parce que, ok, Kelderman peut pas aller le chercher, mais je pense que si Vingegaard, il met un petit relais de 200-300 mètres pour boucher l'écart un petit peu sur Lafay, et on sait que Vingegaard est un excellent rouleur, je pense que Van Aert gagne l'étape. Donc là, Van Aert, il peut les avoir, à mon avis, bien serrés dans la gorge, parce qu'il peut avoir les boules, mais sévères, que Vingegaard n'est pas contribué, enfin, n'est pas essayé de l'aider, et fait que regarder la roue arrière de Pogačar. De toute façon, t'as l'impression que Vingegaard, il va être roue arrière de Pogačar pendant tout le tour, et qu'il va attendre juste la haute montagne à 1800 mètres pour mettre une attaque. Et peut-être qu'il gagnera le tour. Et dans ce cas-là, je fermerai ma gueule, mais je continuerai à dire que voilà, c'est pas la façon que j'ai de voir le cyclisme. Et en plus, actuellement, alors on est peut-être mal habitué, mais voilà, moi, des mecs qui m'ont fait vibrer dans le cyclisme, c'est des Alberto Contador, c'est des Peter Sagan, c'est des Vincenzo Nibali, c'est Van Der Poel. Voilà, j'ai déjà plus de mal avec Van Aert, et Vingegaard, là, du coup, ça devient très compliqué. Evenepoel, évidemment, c'est sublime.
voilà, Vingegaard, sa façon de faire, ça me fait un peu moins triper, quoi. Voilà, c'est un peu moins excitant, disons. Voilà, et Victor Lafay qui tient, et Pogacar qui va finalement prendre ses 4 secondes de bonif, donc voilà. Si ils font 1 et 2, Vingegaard, Pogacar, imaginons, Vingegaard relais Pogacar, ils font 1 et 2, c'est pareil que Pogacar fait 3. Voilà, au final, ils n'ont pas gagné l'étape et ils perdent du temps. Donc là, Jumbo-Visma, ils ont tout gagné sur l'étape. Alors franchement, ça me réjouit grandement parce que je me dis que c'est bien fait pour eux. Parce que, voilà, il n'y a pas... Moi, je me dis qu'il n'y a pas... Voilà, ils ont calculé, ils ont perdu. Voilà, tant pis pour eux. Voilà, ce Tour de France est déjà parti depuis 2 étapes. On a vu que Pogacar, il était pas là pour enfiler des perles. Il s'est testé, il a mis des attaques. Il va continuer à attaquer, c'est son tempérament, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je pense qu'il s'arrêtera jamais. Et voilà, pour la suite, ça a été énorme. Là, il va y avoir 2 petites étapes d'accalmie. Et puis après, on ira du côté de Pau et la Reims. Voilà, demain ça va être encore, il y aura quand même des petites montées pas méga sympathiques, mais voilà, les 2 prochaines étapes là, lundi et mardi, ça va être un petit peu plus calme. Du côté de Pau-la-Reims, je pense pas que, même s'il y a le col du Soudet et Marie-Blanc, ça va pas être un favori forcément qui va s'imposer. À voir, peut-être qu'un Pogacar, là, clairement un Pogacar après Marie-Blanc, sprint en petit comité, parce qu'il y a quand même un hors catégorie, un 3e catégorie et Marie-Blanc. Voilà, je veux dire, il y a quand même des chances qu'on le retrouve, donc bon. On rediscutera de tout ça, mais voilà, ce Tour de France est lancé et on a déjà vu du beau monde. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler du Tour de France et pour parler sport. Il y a Wimbledon qui commence demain aussi. Ciao, à plus.